On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Clic d'Alix et aujourd'hui je suis avec Miss Delphine alias Denisi et non Denisi. Voilà, on va rétablir les choses parce que c'est vrai qu'il y a plein de questions sur ça et c'est Denisi. Denisi. Comme Denise. Et comme de Nice, parce que je viens de Nice. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit... Voilà. C'est un mix entre Denise et Denise, quoi. Oui, c'est très recherché. J'ai mis 3 semaines à penser à ça. C'est ça qui est génial. Ça me fait plaisir qu'on soit ensemble parce que t'habites, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, t'habites au Québec. Au Québec, c'est ça. Au Québec et à Québec. Exact. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident pour faire une petite interview de se planifier comme ça. Ouais. Et c'est cool que tu sois venue en France, là quoi. Ouais. Parce que t'es venue pour c'est la sortie de l'agenda, c'est ça? Alors c'est ça, j'ai un agenda qui sort le 30 juin. Ouais. Et j'ai été pendant 2 semaines à Paris pour des interviews, puis des meet-up aussi avec des gens, des dédicaces. Et en fait, j'essaye de passer à peu près 6 mois par année en France, entre la France et le Québec. Ah oui, donc t'es quand même en middle. Ouais, c'est ça. Je les passe pas consécutifs, mais j'essaye de passer quand même assez de temps ici, parce que ma communauté principalement est en Europe. Quand je dis Europe, c'est Belgique, Suisse, France, Afrique du Nord, etc. Et voilà, et ma famille, accessoirement, est à Nice aussi, donc pour les voir un peu, ça serait bien de se déplacer un petit peu plus souvent que pendant les fêtes. T'as pu les voir là pendant les... Ouais, en fait, eux sont montés sur Paris. On a fait mi-chemin, quasiment mi-chemin. Je fais un petit peu plus de chemin qu'eux pour venir à Paris, mais oui, ils sont venus, puis c'est cool. C'est très cool de pouvoir passer du temps avec ses parents. Ah oui. Je mettrai l'agenda dans la barre d'infos parce qu'il sera sorti au moment où la vidéo sortira, comme ça on pourra voir. J'ai épluché ta chaîne YouTube parce qu'à chaque fois que je reçois des créateurs, je regarde toutes les vidéos depuis le début. Merci. Je t'avoue que sur la tienne, il y en avait beaucoup. Quand j'ai fait, tu sais, genre je déroule de la plus ancienne jusqu'à la plus récente, je me suis dit, eh ben, elle est pas grande. C'est parti, il y en a beaucoup. Et finalement, il y a assez peu de vidéos sur ta life, de vidéos FAQ, il y en a peut-être 4 ou 5 au maximum. Et encore que, dans ces 4 ou 5, il y en a même où t'es 100% second degré. Et on n'a pas trop d'infos sur ta petite personne. C'est ça, je suis une carapace. Mais dans un sens, ça m'arrange parce qu'au moins, on connaît pas toute ta vie. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion, tu vois, de pouvoir vraiment échanger. Et j'aime bien commencer du début pour qu'on puisse comprendre d'où tu viens et ce qui t'a amené à être aujourd'hui Denisi. Qui est vraiment Delphine. Et donc le début, donc tu as dit que tu venais de Nice. C'est ça, j'ai grandi à Nice pendant 21 ans. Et j'ai fait mes études à Nice, d'abord dans la mode, après mon bac, j'ai fait un bac ES, économique et social. Je sais que ça a changé. Maintenant en France, c'est plus... Bon bref. Donc j'ai fait un bac en économie, voilà, c'est très classe quand on le dit comme ça, mais c'était juste un bac ES. Et après j'ai fait des études dans la mode. Moi j'étais passionnée par tout ce qui était art. Et j'aimais beaucoup me faire moi-même des robes. Tous les week-ends quand je sortais en boîte de nuit, je me faisais moi-même mes robes. Donc j'avais une nouvelle robe par semaine. Et donc j'ai fait mes études là-dedans. J'ai travaillé chez pendant 1 an et demi. J'ai détesté mon expérience. Pourquoi ? Est-ce que tu as vu le film Le Diable s'habille en Prada ? Tout à fait, avec Miranda. Voilà, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu travailles comme un acharné et tu n'as aucune reconnaissance. Et crise de nerfs, moi, ça s'est passé de manière très, très spécifique parce que je me suis fait rentrer dedans par le directeur artistique en me disant « Là, tu viens au bureau, t'as pas de sourire. Si tu estimes vouloir avoir un peu de reconnaissance sur le travail, il va falloir que tu passes en dessous du bureau. » On te l'a dit cash, ça ? Ouais. Et sinon, t'es personne. Donc, au final, si tu t'attends à avoir de la reconnaissance, ma pauvre... Donc tu faisais quoi quand tu bossais là-bas ? J'étais assistante styliste. Donc en fait, j'ai designé toute la collection. J'ai fait 2 collections. J'ai designé 2 collections au complet et c'était à peu près 50 modèles par collection. Donc j'ai designé des polos, des chemises, des costumes, des vestes, des pantalons, des shorts, des chaussures, des chaussons, tout etc. Et c'était un travail, c'est génial parce que ça a été hyper formateur. Tu sais, j'ai pu voir le processus un peu de création d'une marque, mais d'une collection, d'une ligne, etc. Mais après, en tant que tel, vraiment, alors ça doit être différent dans chaque marque. Mais moi, j'ai vraiment pas du tout aimé la manière dont ça s'est passé. C'est très hiérarchique, c'est très malsain comme milieu et on te fait très bien comprendre que tu augmenteras d'échelon, pas par le mérite, ni par ton talent, mais par d'autres talents qui sont pas ceux pour lesquels on s'attend. T'as quel âge à ce moment-là ? J'avais 17 ans. Ah, attends, t'as 17 ans en plus quand on te dit il va falloir passer sous le bureau maintenant. Ouais. Si je voulais, mais alors je le voulais pas, donc au final non, mais c'était bien. Ils font quand même des propositions, t'es mineur quoi, c'est pas fou.
Non. Et ça t'a dégoûté un peu du milieu de la mode? À 100%. J'ai détesté ce milieu-là. J'adorais la mode. Vraiment, j'étais très, très passionnée. Comme je te dis, pour moi, des boards Pinterest, c'était toutes les semaines avec des nouvelles robes, des nouvelles tenues. Si j'avais commencé les réseaux sociaux à cette époque-là, je pense que j'aurais été un peu comme Gossip Girl. Tu sais, c'était vraiment des nouvelles tenues tout le temps. Mais ça m'a dégoûtée au complet. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était vivre à l'étranger. Donc, j'ai essayé de trouver un travail, un métier qui me permettait de pouvoir voyager sans avoir d'équivalence. J'aurais voulu être avocate ou psychologue, mais tu passes des diplômes et ils ne sont pas reconnus ailleurs. Donc, je suis partie dans le web, là où tu n'as aucune équivalence à avoir. Et j'ai fini à programmer des sites internet. Ok, c'est d'accord. pas mal ça. Et tes parents, ils faisaient un métier conventionnel, un peu classique. Enfin, quand je dis conventionnel, c'est, tu vois, en opposition avec ce que nous, on fait, qui est peut-être un peu loufoque. Je veux dire le mot loufoque. Mes parents, ma mère était infirmière, ouais. De vocation, elle a toujours adoré ça. Et mon père travaillait dans la restauration, il était directeur de restaurant, maître d'hôtel, puis directeur d'un restaurant. Ah oui, donc ça aussi, gros boulot, quoi. Ouais, très gros boulot. Très prenant. Ouais. J'ai pas beaucoup vécu avec mon père parce qu'il était très pris par son travail. Ouais. Et t'as des frères et sœurs ou pas? Non, fille unique. Ah oui, donc en plus t'avais pas non plus trop de... sur ta sœur ou ton frère. Non. T'as souffert un peu de ça, d'être fille unique? J'ai toujours voulu avoir des frères et sœurs. Je peux pas dire que j'en ai souffert parce que j'ai eu des opportunités et j'ai eu une qualité de vie qui est incroyable. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir un cheval. Mon père travaillait vraiment beaucoup. Donc, ma mère avait pu prendre un mi-temps. Donc, en fait, je passais beaucoup de temps avec ma mère, avec la famille du côté de ma mère, qui est italienne, le côté de cette famille-là. Et donc, je passais vraiment beaucoup de temps avec eux. Donc, j'ai eu un côté familial très, très développé. Après, avec la famille de mon papa et du côté de mon papa, je les ai moins vus, même s'il était là. Mais tu sais, il finissait le travail à 1h, 2h, 3h du matin. Je dormais, puis il repartait à 7h, puis je dormais. Donc, je le voyais très peu. Mais, tu sais, j'ai eu une super belle enfance, j'ai eu une qualité de vie incroyable parce qu'on était capable de pouvoir partir en vacances, profiter, etc. Après, est-ce que j'en ai souffert de ne pas avoir de frères et sœurs? Je ne sais pas ce que c'est d'en avoir. J'ai eu une meilleure amie. J'ai ma meilleure amie, ça fait 25 ans qu'on est main dans la main et comme les deux doigts de la main. Donc, tu sais, ça compense un peu, j'ai l'impression. Mais... Oui, tu t'es créé ta famille. C'est ça. Puis, enfin, ce qu'on dit souvent, parfois, tu vois, je reçois des créateurs qui n'ont pas forcément des bonnes relations aussi avec leur famille et qui ont trouvé cette espèce de relation ailleurs et tu vois, c'est pas obligé que ce soit dans la famille. C'est vrai qu'on valorise beaucoup les relations familiales, mais en réalité, c'était une relation qui est pas saine avec ta famille. C'est pas parce que c'est la famille qu'il faut absolument rester. Non, c'est clair. Rester, quoi. C'est clair. Donc, vers 21 ans, là, si on repart un peu sur ton parcours, tu pars en Amérique. En Amérique. Découvrir le continent américain. Avec mon sac à dos et ma valise. Et je connaissais rien du Canada. Et en fait, je voulais vivre donc à l'étranger. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir trouver un stage à Québec, Québec et au Canada. Et en fait, j'ai saisi l'opportunité. Je devais y rester 3 mois. Ça fait 9 ans. Ça s'est un petit peu allongé. Un bon multiplicateur. Effectivement. C'est ça, ouais. Et pourquoi tu as eu envie de partir comme ça? Est-ce qu'il y a je sais pas, tu tournais un peu en rond? Est-ce que tu voyageais beaucoup et vraiment ça te donnait envie? C'est quoi l'élément déclencheur? Un peu tout. J'ai eu la chance, comme je te disais, de voyager beaucoup dans ma vie, très jeune. Et on est parti quand même dans des beaux endroits. J'ai eu la chance d'aller en Indonésie quand même assez jeune. Ça m'avait marqué la différence de culture qu'on pouvait trouver en Indonésie. Et j'ai toujours été hyper sensible aux cultures et aux gens que je rencontrais. Moi, je suis une passionnée des gens. J'adore les gens, puis je suis quand même assez introvertie comme fille, mais ce qui me fascine, c'est de voir les gens autour de moi fonctionner, la société fonctionner, puis voir la manière dont parlent les gens, dont ils réfléchissent, etc. Et j'ai toujours adoré ça. Donc j'adore les cultures et j'ai eu un petit peu la piqûre du voyage très tôt, grâce à ma mère avec qui j'ai parcouru un petit peu le monde. Et je me suis jamais vraiment sentie à ma place en France. C'est-à-dire que j'avais des grands rêves et je m'apercevais que ça allait être compliqué. Ça allait être très compliqué si jamais tu n'avais pas les bons diplômes, si tu n'avais pas les bons contacts, si tu n'étais pas dans les bons endroits. Et pour moi, ça me bloquait un peu. C'était pas la vision de la vie que j'en avais.
Pour moi, galérer pour avoir un contrat de travail, un CDD ou un CDI, ça m'angoissait. Donc au final, je me suis dit, je veux partir, puis je veux vivre pour moi et je veux être un peu nomade, à voyager partout, puis je me débrouillerai pour faire de l'argent, on verra bien. Mais c'était un peu la conception de la vie que j'en avais, et je l'ai toujours d'ailleurs, mais ça n'a pas changé. Et donc... à la base, je voulais partir aux États-Unis. C'était mon rêve. Un peu l'American Dream avec les US. Ouais. Et une petite anecdote, je me rappelle, un jour, j'avais été voir un film avec Zac Efron. Enfin, avec Zac Efron. Zac Efron était avec moi. Il était là, à côté. Zac, il tenait le popcorn. C'est ça. C'était un film donc, avec Zac Efron dans le film et mon père était là. On a été le voir tous les deux. Et à la fin du film, j'ai pleuré. Genre, je savais pas pourquoi. Et là, mon père me regarde en me disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Papa, j'ai l'impression de pas être dans la bonne vie. » Et là, alors lui, le choc. Mon père, tu sais, je lui dis ça. Qu'est-ce qu'elle peut dire là, Delphine ? Complètement malade. Mais oui, j'avais l'impression de pas être là à ma place du tout. Et j'avais une énorme angoisse en moi. Vraiment. Ouais, genre, t'as mis le point sur ce qui germait en toi, une sorte de boule dans le ventre. Et là, enfin, tu trouves ce qui se passe. C'est ça. Et voilà. Et donc finalement, j'ai eu cette piqûre de l'Amérique du Nord et j'ai eu la possibilité de trouver très rapidement au Canada. Il s'avère que c'est quasiment pareil qu'aux États-Unis. Donc c'est génial. Et alors attends, parce que là, si on revient un peu sur cette histoire du cinéma, quand tu pleures, que t'expliques à ton père que, ok, tu comprends maintenant d'où vient un peu cette angoisse et le fait que tu te sentes pas à ta place, comment réagissent tes parents ? Est-ce qu'ils t'accompagnent ? Est-ce qu'ils essayent de te remettre un peu peut-être dans un chemin un peu classique ? Ouais, ça a été... c'est une bonne question, merci. Ça a été... de rien. Tu fais bien ton travail, Alex, c'est super. Ça a été assez chaotique pour mes parents, je pense, parce que depuis très jeune, je leur ai dit que j'avais pas l'impression que c'était mes parents. Ça, j'avais cette impression que mes parents n'étaient pas mes parents. J'avais comme l'impression d'être bloquée dans une vie parallèle. Et au final, tu sais... Bref, j'ai toujours eu ce sentiment. Et donc, je leur ai dit très jeune à mes parents. J'ai dit, mais de toute manière, vous n'êtes pas mes parents. Et je pense que vers 7-8 ans, je leur ai dit, préparez-vous parce que moi, je ne vivrai pas en France. Mais j'avais 7-8 ans, j'étais jeune. Et en fait, c'est quand même... Je pense qu'en tant que parent, c'est quand même assez difficile à entendre. Ouais. Parce que, what the fuck, tu sais, genre... C'est pourquoi on en met une au monde, puis en plus, elle est complètement à la ramasse. Enfin, bref. Donc, au final, j'étais quand même très claire sur... cet aspect-là depuis très jeune et j'ai eu quand même beaucoup de conflits avec mon père aussi à lui dire que de toute manière c'est pas mon père, mais je pense que j'étais un peu en rébellion avec le côté qu'il n'était pas là, que je souffrais peut-être d'un sentiment d'abandon, enfin bref, tu sais, j'ai pu mettre le doigt les années après là-dessus, mais pour moi, mes parents n'étaient pas mes parents. Pendant longtemps, j'étais plus proche de ma grand-mère que de ma mère. Tu sais, j'étais beaucoup en conflit avec l'autorité, etc. Et bref, donc au final, mes parents m'accompagnaient toujours, ils étaient énormément là pour moi et ça c'est une chance vraiment, mais j'ai été quand même rencontrer un psychologue, j'ai été voir, puis finalement tout allait bien, tu sais, il y a pas de trouble de santé mentale ou autre qui a été diagnostiqué, mais c'était peut-être des ressentis que j'avais et peut-être un malaise vis-à-vis de ma personnalité / de l'endroit où j'étais, enfin bref. Mais ils m'ont toujours accompagnée, toujours soutenue et ils m'ont toujours dit écoute Delphine, nous quoi qu'il arrive, on te soutiendra, peu importe l'endroit où t'es et on sera toujours là pour toi. Donc ils ont été vraiment, vraiment très là pour moi. Ouais. Et tu l'as ce recul parce qu'aujourd'hui t'es adulte et t'arrives à te mettre à leur place. Oui. Et c'est vrai que tu le sens quoi, que ça, effectivement ça a dû être un peu dur pour eux de... Ouais. D'avoir ta fille qui te rejette, entre guillemets, mais en fait, ça s'est focalisé là-dessus, mais c'est vrai que ça devait venir d'ailleurs. Et du moment où tu as trouvé ta place, peut-être au Canada, ça a changé ou pas, ces relations-là ? Oui, ça a changé complètement. Alors, depuis, avec mon père, on avait eu cette réflexion. Je lui ai dit, je me suis rapprochée de toi en étant à 6000 km. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, je pense qu'on a été capable de pouvoir enfin communiquer et enfin se connecter l'un à l'autre en étant à distance. Et avec la maturité aussi, puis avec le recul, tu sais, en partant, moi, c'est ce que je recommande toujours. C'est que quand, tu sais, pour
moi, les voyages, quelque chose de très salvateur. Ça nous apprend, oui, à voir du pays, puis à voir d'autres gens, puis à voir du paysage. Mais je pense qu'avant tout, un voyage, c'est un voyage intérieur aussi. Puis ça nous permet de pouvoir sortir de notre zone de confort et sortir de notre routine pour arriver à nous apercevoir finalement de qui on est et de faire une introspection à l'intérieur de nous. Donc ça, moi, à travers les voyages, en tout cas, c'est comme ça que ça m'a aidé à grandir vis-à-vis de moi-même et en étant alors à l'étranger, seule à 21 ans, c'est ça. perdue là-bas, tu sais, sans personne, sans aucun repère. Bah, là, c'est sûr que ça m'a forcé quand même à genre réavoir la tête sur les épaules et me remettre les idées en place, quoi. Ouais, parce que quand t'es là-bas, s'il y a un problème, tu peux appeler ta mère, mais déjà il y a le décalage horaire, hein, donc t'as une chance sur deux qu'elle dorme. Ouais. Et puis elle va pas pouvoir t'aider. Enfin, c'était une galère, tu te débrouilles toute seule. T'es obligée déjà de te créer aussi un nouveau cercle social, de te créer de nouvelles habitudes. Et je pense aussi que t'arrives dans un pays comme ça, personne te connaît. Ouais. Donc personne, tu sais, n'a ton passé, n'a ton background, et tu te crées un peu une nouvelle identité, en tout cas celle que t'as envie d'être. Et c'est très compliqué, ça. Est-ce que tu as déjà vécu à l'étranger ou non? C'est très compliqué parce que, tu vois, avec le temps et avec le recul, je me dis que j'ai l'impression d'être née. Alors, dans ma vie là-bas, j'ai l'impression d'être née quand je suis partie. Ouais. Parce que tu essayes de parler culturellement de choses que tu as vécues dans ton passé, à l'école. Tu essayes de parler d'humoriste, par exemple, de bouffe. Il n'y a personne qui a aucune référence. Ouais. Personne. Et ça a été très difficile, je pense, dans mon intégration à l'étranger, parce que, au final, il faut que tu t'adaptes, toi, au pays dans lequel tu es, mais avec des gens autour qui n'ont aucune idée d'où tu viens, de ce que tu as vécu, puis de comment fonctionne le pays dans lequel tu es. Et on pourrait penser que le Québec, c'est pareil qu'en France, mais en Amérique du Nord. Mais c'est très, très différent. C'est une culture qui est complètement différente. Rien à voir avec la France. Oui, on parle français, mais un français différent, avec des gens différents, avec une mentalité différente. Et c'est très différent. Donc ouais, c'est une expérience de vivre expatrié et d'être immigré dans un pays. Et ça, moi, je l'ai vécu. Et t'as fait des grosses erreurs, justement, d'intégration? Des trucs où tu te dis, oh là, ça, j'aurais pas dû le faire? Pas vraiment, je pense, tu sais, des petites bourdes, ça peut arriver, mais non, j'ai pas l'impression parce que moi, personnellement, j'observe beaucoup avant de... Tu sais, je suis pas quelqu'un qui arrive, puis qui débarque, puis qui parle à tout le monde et qui est hyper à l'aise. Donc, au final, vu que je prends plus le temps d'observer les gens, j'arrive à savoir un peu comment m'adapter. Donc, j'ai pas fait de grosses erreurs. En tout cas, j'ai pas l'impression. On t'a jamais fait sentir que t'avais... que ça, non, quoi. Non, pas vraiment. Ouais, t'es discrète. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu te sens plus française ou québécoise, ou canadienne, d'ailleurs? Je me sens plus au milieu de l'Atlantique. Mais t'as trouvé un endroit où tu te sens chez toi? Ou pas encore? Compliqué. Parce que c'est compliqué à répondre, parce que je pense que je pourrais jamais me sentir à 100% chez moi, étant donné que quelle est, attention, on part sur une note philosophique, qu'est-ce que c'est chez nous? C'est quoi chez nous? Être chez soi. Tu sais, oui, j'ai un appart, mais si t'es là, t'as grandi là, puis tu restes avec ta famille proche, t'as l'impression que c'est chez toi, mais parce que t'as toujours été là. Est-ce que t'as vraiment choisi l'endroit où t'es, ou est-ce que c'est par défaut? Moi, j'ai choisi de partir, mais j'ai pu analyser le fait que c'est quoi être vraiment chez soi? Et finalement, j'ai pas réussi à répondre à cette question parce que est-ce que c'est l'endroit que tu choisis ou est-ce que c'est l'endroit dans lequel tu grandis par défaut? Je sais pas si tu vois un peu. Ouais. Donc au final, j'ai plusieurs chez moi et je me sens bien un peu partout. C'est plutôt une chance. Ouais, c'est ça. J'ai juste besoin d'avoir une valise. Puis je suis bien dans n'importe quel endroit et je m'adapte et je parle plusieurs langues. Puis tu sais, je me sens pas dépaysée. En fait, je suis arrivée à un endroit où je me sens plus dépaysée nulle part. Mais je pense que c'est une chance. Tu vois, plutôt que de se sentir peut-être un peu malheureux partout, au moins là tu te sens bien. Mais alors, est-ce que si même t'as pas encore trouvé d'endroit, enfin peut-être que tu trouves pas, en tout cas t'es à l'aise partout, est-ce que toi en tant que personne là tu t'es trouvé? Est-ce que tu penses que t'es au bon endroit dans quelque chose qui te plaît aujourd'hui ou tu te sens encore pas assez complète? Ouais, non, j'ai fait beaucoup ces réflexions puis ce travail sur moi-même puis j'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment dans ce que je fais. Mais ça a été très compliqué parce que justement, quand t'es déraciné, t'as une partie de toi qui te dit finalement je peux pas être à 100% moi-même parce que personne comprend d'où je viens. Et à l'inverse, quand tu reviens en France, y a
personne qui comprend ce que tu vis. Donc, tu sais, il y a toujours, en fait, deux types de personnalités ou deux types de personnes et t'essayes toi de faire le mix entre les deux, à essayer d'expliquer comment c'est la vie là-bas à des gens qui ont jamais été puis qui comprennent pas puis qui comprendront pas tant et aussi longtemps qu'ils le vivent pas, et t'essayes d'expliquer à des gens, exemple au Québec ou peu importe le pays, mais dans l'endroit où t'as immigré, ce que c'est de vivre en tant qu'immigré puis qu'expatrié, de vivre loin de ta famille, etc. Puis alors ça ils comprennent pas parce que eux ont toujours vécu là, donc au final tu sais il y a toujours ce mix un peu entre les deux. Et ça a été très difficile, je trouve, d'arriver à s'adapter, en fait, à prendre du recul et à se dire que non, c'est OK, tu sais, c'est OK. L'objectif, c'est de s'ouvrir aux gens et de raconter comment ça se passe ailleurs et d'être capable de pouvoir rencontrer des personnes qui vibrent sur la même note que nous. Mais maintenant, j'ai réussi et avec beaucoup de travail sur moi-même aussi, mais j'ai réussi à comprendre que techniquement, je vis exactement la vie que j'ai choisie puis que je voulais. Comme je le dis, pour moi, le voyage, c'était très important et je suis là-dedans à 100%. Et au final, c'est une chance vraiment de pouvoir faire ça. Et j'ai l'impression de m'être trouvée, pas à 100%, parce que est-ce qu'on se connaît toujours à 100%, je pense pas, mais de m'être trouvée dans la mission que je veux accomplir sur cette terre et d'être alignée avec mes valeurs et avec ce que je souhaite accomplir, en tout cas. Quand tu dis j'ai fait un travail sur moi-même, est-ce que tu as fait un travail toute seule ou est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as fait une psychothérapie? Ouais, j'ai fait tout. J'ai commencé par essayer de faire du travail par moi-même, avec des vidéos, à essayer d'écouter des podcasts. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était très compliqué de faire du travail par soi-même, surtout quand on a des plus ou moins grandes blessures. Finalement, je me suis dit, là, à un moment donné, il va falloir que je me fasse accompagner. Et j'ai eu la chance de rencontrer un hypnothérapeute qui est incroyable dans la ville de Québec, qui exerce partout dans le monde, mais donc même quand je suis à distance, je peux quand même avoir un rendez-vous. Mais c'est un psychothérapeute qui utilise l'hypnose pour aider, en fait, à accompagner. Et ça a changé plusieurs facettes de ma vie. Grave. Et ça m'a vraiment aidée au quotidien à pouvoir voir d'autres facettes d'un même problème et m'aider à avoir plus confiance en moi, plus confiance en la vie, gérer des angoisses, gérer des moments de stress, etc., etc. Donc ça a été génial. Donc c'est-à-dire que par exemple, avant, tu pouvais peut-être, si tu avais un souci, vraiment focaliser dessus et être en boucle dessus, et maintenant, tu arrives à prendre de la hauteur et... Ouais, puis tu sais, ça vient aussi avec la maturité, je pense, avec l'expérience, mais lui m'a aidé en tout cas à comprendre des mécanismes de mon cerveau, puis des mécanismes du cerveau tout court, de comment fonctionne le cerveau. Et moi, j'ai une technique en hypnose aussi, parce que ça me fascine l'hypnose. Et donc, au final, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, j'ai une technique en hypnose que j'ai passée. Je peux aider les gens à arrêter de fumer. Tu t'es formée aussi? Ouais, je me suis formée parce que je voulais comprendre qu'est-ce qu'il y avait par derrière et comment ça fonctionnait. Et donc, une fois que j'ai compris ça, j'ai arrêté. Je voulais pas devenir hypnothérapeute, mais par contre, j'ai réussi à comprendre le mécanisme et à voir que parfois, le cerveau voit une situation. Tu sais, si t'as un verre... Enfin, exemple, si t'as ma main... Toi, tu vois ce côté-là, moi, je vois ce côté-là, mais en fait, il y a 18 000 façons de le voir, de voir les choses. Et selon notre vécu et selon notre expérience, notre cerveau va plutôt le voir de cette manière et le tien de cette manière. Ouais. Mais en fait, il faut juste qu'on prenne d'autres lunettes pour le voir d'une autre manière. Et ça nous permet de dédramatiser beaucoup de situations. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé à dédramatiser pas mal de situations et à voir les choses différemment et à prendre plus de recul aussi sur certaines situations que j'avais vécues. Et hyper intéressant parce qu'effectivement, si t'es, comme on a dit, un petit peu isolé au début, où tu peux pas forcément te confronter quand t'as un souci avec quelqu'un qui te connaît et qui peut te dire non, regarde plutôt comme ça, là, en l'occurrence, t'es capable, toi, de prendre du recul et... Exact. Et de travailler sur toi, puis d'arriver à comprendre aussi les mécanismes en disant non, là, je suis en train de stresser, puis je suis en train de stresser parce que moi, j'ai une peur qui est telle peur et que c'est OK, tu sais, ça va passer, puis ça permet de relativiser beaucoup. Et c'est marrant parce que c'est vrai que sur ta chaîne YouTube, en tout cas, tu testes tout le temps. Ta chaîne YouTube, c'est un crash test de situations du quotidien. Finalement, tu mets toujours dans des situations. Tu as fait au début des vidéos un petit peu sur les différences culturelles entre la France, le Canada, le Québec. Et puis après, tu t'es vraiment orientée vers des expériences en fait, de vie.
À partir de quel moment tu lances ta chaîne? Parce que finalement, t'es adulte en fait quand tu lances ta chaîne. Ouais, contrairement à beaucoup de créateurs, tu vois, qui ont commencé ado. Exact. J'ai 25 ans. J'ai crise des 25 ans. Et en fait, là, je me suis dit, je suis qui? Tu sais, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais là? Mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être comédienne. J'avais tenté les concours d'entrée pour aller au cours Florent. Ouais. J'avais fait plusieurs castings pour être comédienne, puis pour avoir des rôles en France. Et finalement, il y en avait un seul qui avait réussi de casting. Et cette journée-là, j'avais école, j'avais cours de français un mercredi. Et ma mère m'a dit, non, tu vas à ton cours de français. Et donc, bref. La revanche. Ouais, c'est ça. Je lui en ai toujours un peu voulu parce que je me suis dit peut-être que ma carrière aurait décollé à ce moment-là, mais le français était plus important. Bref, j'ai eu 4 au bac de français, donc tout va bien. Yes. Mais au final, à 25 ans, je me suis dit, moi, mon rêve, c'était d'être comédienne. Et là, je me retrouve à Québec, qui n'est pas du tout la ville du 7e art. Je suis ni à Paris, ni à Los Angeles pour être capable de réaliser ça. Et qu'est-ce que je fous à programmer des sites internet, genre. Je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc là, t'étais restée dans ta boîte, en fait, après ton expérience et tout. Ils t'avaient embauché et t'étais dans ta boîte à programmer, quoi. C'était une expérience incroyable parce que j'ai pu découvrir le fonctionnement de boîtes et de jeunes boîtes en Amérique du Nord. Une start-up, quand je suis arrivée, on était 7. Quand je suis repartie, on était 70. C'était génial. Tu sais, c'est vraiment, on était tout le temps ensemble. C'était ma famille, en fait. Et c'est là où j'ai pu tisser vraiment beaucoup de liens en étant au Québec parce que c'est là où j'ai rencontré mes amis. C'est là où j'avais rencontré Guillaume, mon ex-conjoint. Et au final, on était tous très soudés. On partait, en fait, on faisait des fêtes d'entreprise dans des chalets, l'été, l'hiver. Enfin, tu sais, c'est génial. Et en fait, on était très, très soudés. On passait quasiment 24 heures sur 24 ensemble, tous, 7 jours sur 7. Et au final, c'était vraiment l'expérience d'une jeune boîte à l'américaine avec la réalité du travail à l'américaine qui est 2 semaines de congé par an et qui est 40 heures de travail semaine minimum et où tu travailles comme un défoncé, mais parce que c'est la loi là-bas et que voilà. Donc là, en fait, j'ai eu la piqûre un peu du travail et de la productivité à fond. J'ai toujours été très bosseuse, mais là, ça m'a vraiment permis de pouvoir avoir un cadre et une certaine rigueur au niveau du travail. Mais ça fait en sorte quand même qu'après 5 ans, je me disais, bon, là, j'ai quand même un peu fait le tour. Et moi, je voulais être à mon compte, je voulais vivre en tant que nomade. Mais là, j'étais bloquée tous les jours à faire du 9 à 5. Bref, donc j'étais dans un mode de vie qui me convenait moins. Et en fait, grosse dépression à 25 ans. Je me rappelle pleurer dans mon bain, à me dire, mais qu'est-ce que je fous? Tu sais, je suis à 7000 km de chez moi, loin de tout. Puis toujours pas heureuse. Ouais, toujours pas heureuse. Donc, qu'est-ce que je fais? Et je suis tombée sur une vidéo YouTube de Casey Neistat, qui est un vlogueur américain. Et c'était une vidéo qui était Do What You Can't, donc fais ce que tu ne peux pas faire. Et cette vidéo a vraiment changé ma vie et la façon dont je vois les choses. Parce que dans cette vidéo-là, il dit, dans la vie, on peut te dire que, par exemple, si tu veux être réalisateur, tu pourras pas parce que t'as pas de talent, puis que t'as pas d'études là-dedans. Ou alors, si tu veux être couturier, tu pourras pas parce que t'as pas d'études là-dedans et que t'es pas fils d'eux. Et lui dit, moi, toute ma vie, on m'a dit que je pourrais pas être réalisateur de vidéos alors que c'était son rêve. Et il dit finalement, j'ai pris ma caméra, j'avais une connexion internet et j'avais des idées. J'ai mixé les 3 ensemble et je suis réalisateur. Et il a une chaîne de plus de 10 millions d'abonnés. C'est pas un petit. Hein. Non, c'est ça. On mettra d'ailleurs cette vidéo si je la retrouve dans la barre d'infos, si ça peut peut-être aider certaines personnes aussi à process de la même façon que toi. Ouais, mais c'est très intéressant parce que là, moi, j'ai appris que si on veut quelque chose, il faut se bouger le cul. Tu sais, il y a personne qui va venir me taper à la porte. Il y a pas Steven Spielberg qui va arriver en me tapant à la porte. Hey, salut, on cherche une figurante pour notre film, tu sais. Donc je me suis dit, si moi je provoque pas les situations, ça va juste jamais arriver. Et donc je me suis aperçue que j'avais moi aussi une caméra, une connexion internet et des idées. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Donc je me suis lancée. J'avais très peur, mais je me suis lancée sur YouTube. Et donc là, le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est de faire les différences culturelles France-Québec. Pourquoi? Parce que tu avais exemple de chaînes qui avaient bien fonctionné comme ça? Ou parce que si t'intéressait, ce que tu avais envie de retrouver comme contenu? Alors, j'ai un passé en marketing, une formation en marketing qui me permet de pouvoir utiliser, en fait, d'avoir pensé à faire ma chaîne YouTube comme étant mon propre produit. Et au final, à travers mon expérience de travail, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver un public cible. Il faut que j'arrive à trouver une niche. Ouais.
Et donc, suite à ça, j'ai quand même réfléchi. C'est pas du tout la première chose à laquelle j'ai pensé. Ça a été très compliqué ça a été très long avant de me lancer. J'ai mis genre 2 mois avant d'être capable de pouvoir me lancer sur YouTube, même plus. Et je me disais quelle est ma niche, quelle est ma différence à moi, quelle est ma valeur ajoutée. Enfin, je savais pas du tout. Et c'est un jour en discutant avec Guillaume, mon copain de l'époque, qui me dit Delphine, tu sais, s'il y a bien une différence, c'est ton accent. T'as plus l'accent français, mais t'as pas l'accent québécois non plus. Tu as l'accent atlantique. Oui, c'est ça. Je dis toujours que j'ai un accent hybride en plein milieu de l'Atlantique. Et au final, je me suis dit, c'est intéressant ce que tu me dis. Et là, je me suis dit, pourquoi pas exploiter peut-être ce que je connais du Québec et ce que je connais de la France, parce que je peux être une experte là-dedans, étant donné que j'ai vécu assez longtemps dans les 2 endroits pour être capable de les comparer. Et donc, je me lance là-dedans, à faire des différences France-Québec. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à beaucoup de gens, effectivement, c'est pas... là, ça a été hyper processé et surtout fait pour marcher. Ouais. Un vrai produit marketing, et ça a fait sa preuve, ça a marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense... dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que tout le monde peut encore se lancer sur YouTube, ou si on se lance, est-ce qu'il faut pas se nicher comme tu l'as fait? Moi, je pense que n'importe qui peut se lancer sur YouTube, et j'encourage n'importe qui à se lancer sur YouTube. Il faut avoir, je pense, une bonne stratégie. Parce que si on se lance à filmer... Moi, ça a toujours été ma méthode de pensée. Pour moi, quelle est ma valeur ajoutée à filmer chez moi et à faire du vlog plus que quelqu'un d'autre? Pour moi, il n'y a aucune valeur ajoutée de montrer mon quotidien, ma décoration, si je ne suis pas designer d'intérieur ou si j'ai absolument rien à raconter de très particulier. Donc, je me suis toujours dit, il y a tellement de monde et il y a tellement de différences et on est tous uniques qu'il faut arriver à trouver notre côté unique. Donc, il n'y a pas de bonne méthode pour arriver à se dire, par exemple, je vais faire tel type de contenu, c'est sûr que ça va marcher. Non, pas du tout. Il faut arriver à trouver notre valeur à nous et notre côté unique. Pour moi, même encore à l'heure actuelle, je fais des expériences sociales, puis des pranks, et je fais des challenges, mais j'essaye toujours de garder ce côté France-Québec quand même. Si je fais des challenges au Québec, je vais essayer de les refaire en France pour essayer de montrer les différences de mentalité. Si je fais des challenges qui peuvent être faits par n'importe qui, j'essaie d'inclure des trucs d'Amérique du Nord ou du Québec dans mes vidéos, même si c'est beaucoup moins flagrant maintenant. Tu sais, on regarde mon contenu puis on se dit ok, c'est une vidéo où elle se déguise en Barbie, cool. Mais par contre, je me déguise en Barbie, mais au Québec, dans une mentalité qui est différente que celle d'Amérique du Nord, comment les gens réagissent à ce moment-là, comment vous pensez que les gens réagiraient en France, par exemple. Donc, tu sais, il y a toujours un peu ces mix-là, et pour moi, c'est très important de pouvoir, je pense, avoir une certaine ligne éditoriale, mais surtout une certaine stratégie pour se lancer. Donc, c'est ce que je recommande à n'importe qui souhaite se lancer, c'est d'essayer de penser à quelle est, nous, notre valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on peut apporter dans la vie des gens, et qu'est-ce qu'on dirait à 1 million de personnes aussi. Et surtout, là, si je peux me permettre juste de donner un tout petit peu mon avis sur ça, au début, j'avais un peu comme toi, et je me disais, j'aimerais faire des vidéos et tout, mais je sais pas ce que ça peut être ma valeur. Et je me souviens avoir dit à mon agent, c'est dommage qu'au bac, il n'y ait pas un quiz culture générale YouTube, parce qu'avec toutes les vidéos que j'ai regardées, j'aurais 20 sur 20. Ouais. Et en fait, c'est là où je me suis dit, punaise, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. C'est aller voir des gens dont je connais le contenu par cœur et utiliser ça. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a tous, il faut juste qu'on le trouve. Il ne faut pas se dire, ah non, mais moi je suis une fille lambda, j'ai pas ça. Peut-être que tu sais faire du violoncelle, peut-être que t'habites, je sais pas, au fin fond de la Franche-Comté, mais que tu connais toute la Franche-Comté par cœur, donc tu fais une chaîne Franche-Comté. Enfin, c'est vrai qu'en fait, ça reste le web, et effectivement, il y a des stratégies à mettre en place, et on peut plus, d'autant qu'en plus les algorithmes sont faits aujourd'hui que, mine de rien, il y a quand même des contenus qui sont plus ou moins mis en avant. C'est plus un truc chronologique où n'importe qui peut poster et puis hop, on va le voir, quoi. Ouais. Donc, c'est clair. Et aujourd'hui, tu es vraiment centrée sur les expériences sociales, c'est ce qui fait le cœur de ta chaîne, quoi. Oui, expérience sociale, challenge, dans le but de divertir toujours. C'est-à-dire que, tu sais, je ferai pas une expérience sociale pour dénoncer, de là à porter atteinte à quelqu'un. Tu sais, pour moi, il faut toujours que ça reste léger, que ça reste drôle et que ça reste du contenu accessible. Donc au final, tu sais, je reçois beaucoup de commentaires qui me disent essaye de tester, par exemple, des expériences sociales vis-à-vis de la religion. Donc, essaye de pouvoir aborder ce genre de sujet. C'est des choses qui me passionneraient, mais je le fais pas encore parce que je me dis, il faut que j'arrive à trouver les bonnes personnes déjà. Tu sais, je sortirai jamais moi dans la rue à mettre un voile puis à essayer de tester la réaction des gens. Pour moi, c'est pas ce que je veux véhiculer, et je pourrais pas correctement le relayer parce que je suis pas dans cette réalité, et
pour moi, et l'important, c'est de s'entourer des bonnes personnes qui peuvent vivre des discriminations aussi pour être capable d'aborder ça. Et mon objectif, c'est toujours d'avoir une touche positive et d'être capable de pouvoir relativiser certains sujets aussi. Donc, oui, les expériences sociales, mais toujours de manière légère et divertissante pour essayer de pouvoir mettre une petite graine dans la tête des gens, puis de fournir une piste de réflexion, en tout cas. Il y a quand même une petite... T'as aussi envie d'amener ça, une morale un petit peu à tes 100%. vidéos. Dans toutes les vidéos, c'est ce que j'essaye de faire au complet. Et par contre, je le mets pas, tu sais, je gaffe pas les gens comme un canard, tu sais, à l'enfoncer dans le fond de la gorge. C'est toujours de manière très subtile. Donc j'essaye toujours de poser des questions. Puis moi je pars du principe que chacun doit être prêt aussi à entendre des choses. Donc c'est-à-dire que quand t'es jeune, que tu consommes mon contenu, tu peux le regarder de manière très premier degré. Donc tu regardes, exemple, je me déguise en Barbie, c'est drôle, elle est en latex et tout va bien, tu sais, genre j'ai les bras comme ça pendant tout le long de la vidéo, puis ça peut être très drôle. Mais derrière, tu sais, dans les réflexions que je fais, j'essaye de scripter beaucoup de choses que je dis. Il y a des choses que je peux pas parce que c'est de l'improvisation, mais j'essaye de scripter quand même l'intro, un squelette en fait. Ouais, vraiment. Okay. J'écris des réflexions aussi que j'ai, et ce que j'essaye de faire, c'est de toujours emmener une piste de réflexion. Donc en fait, pourquoi, vis-à-vis de cette vidéo-là, Barbie par exemple, c'est un très bon exemple, pourquoi est-ce que nous, en tant que petites filles, on avait des poupées pour jouer, les garçons des voitures, et pourquoi les poupées avaient toujours un peu le même physique? Elles étaient toujours blanches, bombasses, gros seins, cheveux blonds, et c'est tout. Et en fait, c'était cette méthode-là et cette question-là que j'ai essayé d'aborder, à essayer de montrer que, est-ce que finalement c'est ça qui définit notre valeur en tant que femme? Est-ce que c'est ça qui définit notre féminité ou pas? Puis essayer de réfléchir un peu à ça, les gars. Et au final, ce qui est très cool, c'est que, tu sais, Mattel ont changé récemment aussi. Il y a plusieurs corps maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, pour moi, je trouve que c'est cool parce que j'ai pas contribué moi-même à faire changer ça. Peut-être dans la tête des gens, oui, sur certaines personnes, mais par contre, je vois qu'il y a une évolution quand même et qu'on a été plusieurs peut-être à se poser la même question et que le monde évolue dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est très cool. Mais j'essaye toujours d'avoir une piste de réflexion et de partir d'une question à aborder pour créer un sujet. Mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, sur les réseaux, on est abreuvé de centaines, de milliers de contenus tous les jours. Et donc dans le tien, soit on fait le choix d'être passif et d'avoir la vidéo en fond pendant qu'on fait autre chose, soit si on a vraiment envie, en tout cas de profiter du contenu tel que tu veux l'offrir, c'est d'être actif et de mener une réflexion après ce contenu. Exact. Est-ce qu'il y a des vidéos et des expériences qui ont été mal perçues? Ou en tout cas, toi, tu avais une idée de ce que tu voulais transmettre et ça n'a pas été pris comme ça? Oui. Et puis la vidéo a bien fonctionné, puis de manière générale, les gens ont aimé et ont compris le message. C'est sûr que, dépendamment sur des sujets très, en bon québécois, touchés, sur des sujets très délicats, il peut y avoir la porte ouverte à mauvaise interprétation de ma part et de la part des gens. J'ai fait une vidéo où je testais... Alors, j'ai fait une vidéo qui a super bien fonctionné. Les gens ont très bien réagi là-dessus. C'était une vidéo où je passais une journée bien sapée, tu sais, assez classe, en robe, etc. Versus une journée où j'étais vraiment comme si... Tu sais, grimée et déguisée comme si je vivais dans la rue. Donc, tu sais, c'est pas un déguisement, mais c'était vraiment... tu sais, je m'étais pas préparée du tout. J'avais exagéré des traits pour montrer que j'aurais pu être mal en point, par exemple. C'était mon objectif d'exagérer vraiment la situation. Et donc, je faisais exactement les mêmes activités dans les 2 journées et je comparais la réaction des gens face à quelqu'un qui était assez classe, bien sapé, et versus quelqu'un qui l'était pas et qui pouvait vivre peut-être dans la rue ou avoir plus de difficultés dans la vie. Les gens, super bon accueil. Les gens étaient incroyablement surpris, désagréablement surpris de la réaction des gens. Et finalement, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de tester de nouveau l'expérience en tant que personne sans abri, ou en tout cas de personnes qui vivraient dans des conditions moins faciles. Mais de le tester avec une personne qui, ce personnage-là, pourrait avoir de l'argent finalement. Et de voir comment les gens réagiraient quand on les aborde avec un look qui ferait penser à quelqu'un qui a moins de moyens, mais qu'en fait, on sort une liasse de billets, par exemple. Et en fait, sur cette vidéo-là, ça a été... repris par d'autres chaînes YouTube, me défonçant littéralement, en disant que c'était extrêmement maladroit et pas du tout
correct de pouvoir faire ça, parce que c'était comme se faire une caricature ou se moquer de personnes qui pouvaient vivre dans la rue. Et c'était pas du tout l'objectif, parce que moi, mon objectif, ma mère a travaillé pendant 12 ans au SAMU social auprès des sans-abri et en tant qu'infirmière pour essayer de leur apporter des soins. Et moi, il y avait certains moments où je l'accompagnais beaucoup, puis j'ai eu des relations très fortes avec pas mal de sans-abri. J'ai été sensibilisée à ça depuis toute jeune, vis-à-vis de conditions, puis d'histoires de gens qui sont dans la rue aussi. Et en fait, il y en a qui le choisissent, il y en a qui le choisissent pas, mais il y a des gens qui choisissent d'être dans la rue. Et je trouve que ces personnes-là ont tout compris, parce qu'ils sont compris que dans la société, mais en fait, tu peux rester en vie et tu peux garder une belle mentalité en n'ayant plus rien. Et en fait, beaucoup de personnes qui ont expérimenté la rue réalisent que y a des systèmes qui sont mis en place dans les sociétés, mais qui sont très fermés et très formatés, et que ça peut être très difficile de pouvoir re-rentrer dans un système quand on est sorti. Et donc, au final, moi, j'ai appris beaucoup de mes échanges avec ces gens-là, et de par aussi mes rencontres avec beaucoup de gens dans la rue. Et tu sais, je divague un peu, mais je suis le genre de personne à m'arrêter constamment et à aller demander si les personnes ont besoin de nourriture. Et ça, c'est pas des choses que je veux montrer en vidéo. Pour moi, le montrer, c'est comme, tu sais, ça a aucun rapport. Se justifier. Oui, c'est ça. Ouais, c'est comme, regardez, je vais aller nourrir quelqu'un qui en a peut-être besoin. Enfin, tu sais, moi, je suis pas ce genre de personne. Je fais toujours tout par derrière, et je suis très bien avec moi-même. Puis, tu sais, je suis bien avec les choix que je fais dans la vie. Et c'est pour ça que ça m'a pas trop atteint, ça, au niveau des commentaires que j'ai eu de cette vidéo. Oui, il y a peut-être un côté maladroit, parce que c'est vrai que si on la regarde au premier abord, ça peut être la meuf, elle se déguise en tant que sans-abri, alors que c'est pas un déguisement, tu sais, et ça peut paraître, parce que moi j'essaie d'aborder ça avec le sourire et de relativiser, et ça peut paraître comme ok, genre la meuf se fout de la gueule de gens qui pourraient vivre dans la même condition. Mais les gens qui regardent la vidéo n'ont pas mon passé et n'ont pas mon expérience non plus en tête, et ne savent pas d'où je viens et ne savent pas qui je suis pour être capable de pouvoir avoir l'antécédent. Et c'est pas quelque chose que j'ai expliqué en vidéo non plus. Donc effectivement, tu sais, il y a peut-être des maladresses d'essayer d'emmener une vidéo que je tourne sur 8 heures en 12 minutes, puis d'essayer de montrer finalement la piste de réflexion par derrière que j'ai eue. Donc voilà, ce genre d'expérience peut tourner pas comme je l'aurais aimé, mais de manière générale, tu sais, moi je supprime pas les vidéos, puis elles sont encore en ligne, et j'assume à 100% certaines maladresses, et c'est très ok, parce que ça me permet de pouvoir m'améliorer tout le temps. Et t'as quel rapport justement avec ça, avec le bad buzz, avec les parfois mauvais commentaires? Est-ce que tu arrives à t'en détacher, ou est-ce que c'est quelque chose qui te touche? Au tout début, c'est des choses qui m'ont touchée, parce que j'essaye de toujours bien faire les choses, et on n'est jamais vraiment préparé. Et maintenant, je m'en balèque. C'est-à-dire que je suis tellement bien avec moi-même, et je sais que je ne fais rien pour offenser personne, que l'erreur est humaine, ça peut arriver. J'essaye d'être très en contrôle justement de la manière dont je tourne des messages, dont je monte la vidéo, dont elle est créée, etc. et dans les messages que je communique. Mais les mauvais commentaires, pour moi, font partie de l'expérience et font partie de l'évolution. J'adore les critiques, puis j'adore quand on vient me voir en me disant « Ah ouais, là, celle-là, j'ai moins aimé pour telle et telle raison. » Merci, tu sais, je remercie les gens de pouvoir prendre ce temps-là pour dire ce qu'ils pensent. Et pour pouvoir le partager. Et moi, je le prends pas personnellement, parce que je me dis, au moins, j'ai offert la possibilité à quelqu'un de pouvoir s'exprimer sur un sujet. Et je trouve ça génial. Et t'arrives à à faire la balance entre vie perso et vie pro, parce que tu sors énormément de contenu, et c'est des contenus qui demandent beaucoup de taf. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, ta vie pro a pas un peu pris le pas sur ta vie perso? Alors, oui et non. Oui, parce que je travaille 7 jours sur 7, beaucoup d'heures. Donc, c'est vrai que quand j'essaye d'avoir des week-ends, c'est difficile pour moi, parce que c'est les journées de téléchargement de vidéos. Et donc, pour moi, les week-ends, ça n'existe pas. J'essaye de prendre les week-ends, genre le lundi, tu sais. Mais j'essaye de moins en moins culpabiliser sur le rythme de vie que j'ai. C'est-à-dire que YouTube, c'est ma passion, créer du contenu, c'est ma passion, et les gens sont ma passion. Donc au final, j'essaye d'arrimer tout ça pour essayer de faire en sorte que je sois comblée. Et donc,
pour moi, maintenant, je culpabilise beaucoup moins de prendre du temps off et de ne pas mettre de vidéos en ligne, par exemple, parce que là, j'ai eu une situation dans la vie qui a fait en sorte que j'étais plus down ou que j'étais plus avec un moral plus bas. Et donc, je vais pas télécharger une vidéo parce que je veux toujours avoir le smile. Et sinon, je me sens pas coupable non plus de ne pas filmer le repas que je mange, par exemple, sur Instagram et de le partager. Tu sais. Donc, j'essaye de faire cette coupure, quitte à être un peu moins présente de temps en temps. Pour moi, j'ai réussi, en tout cas après 5 ans, à moins culpabiliser de pouvoir être dans la production contenu, parce que je veux avoir une vraie valeur ajoutée chez les gens. Oui, puis éviter justement tu vois, si t'es trop dans la production, tu peux faire des erreurs parce que t'as été trop vite, parce que effectivement, en plus dans le type de contenu que tu fais, tu peux pas te permettre de faire trop d'erreurs. Il faut quand même que ce soit bien réfléchi. T'avais exposé ta précédente relation avec Guillaume, dont on parlait juste avant, et quand t'as fait ta vidéo FAQ pour dire que t'étais en couple, t'as dit « Je sais pas ce que pensera la Dénisie du futur du fait que j'en parle ». Qu'est-ce qu'elle en pense aujourd'hui, la Dénisie du futur ? Est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? La question tombe extrêmement à pic parce qu'il s'est passé une situation il y a 1 mois que je me dis peut-être que finalement c'était pas une si bonne idée. J'ai jamais regretté ça parce que Guillaume c'est quelqu'un de formidable. On a passé 7 ans ensemble, on s'est connus avant mon succès et il m'a apporté beaucoup, vraiment au niveau professionnel, au niveau personnel. On a acheté une maison ensemble. Bref, on a vécu quelque chose d'incroyable, à voyager partout sur la planète et à avoir vraiment des expériences qui restent gravées dans nos mémoires à tous les deux, dans notre mémoire à tous les deux. La situation qui est arrivée il y a 1 mois, c'est que finalement, ce que je m'aperçois, c'est que, et là, je me mêle peut-être d'affaires qui ne me regardent pas, mais c'est que les gens qui gravitent autour de Guillaume maintenant, et notamment des dates, sont intéressés principalement parce que c'est mon ex. Et donc, et Guillaume qui est très gentil, pour moi, ça me pose problème parce que il peut ne pas s'en apercevoir de ça. Et il a toujours été, Guillaume, très... non, mais tu sais, pourquoi les gens seraient intéressés ? Pourquoi les gens viendraient devant chez nous alors que genre il y avait la queue devant chez nous parce que les gens avaient trouvé l'adresse. Tu sais, pour lui, il a toujours été un peu dans un monde de bisounours à penser que... Qui penserait à faire ça, tu sais? Et bref, ça fait partie de son expérience maintenant. Mais tu sais, pour moi, j'essaye de le mettre en garde sur le fait que ça se peut que les gens soient intéressés par ton nombre d'abonnés sur Insta, Guy, et parce qu'ils te reconnaissent au final, tu sais. Et ça, pour lui, il continue d'être peut-être la face voilée là-dedans. Et il sait très bien ce que j'en pense parce qu'on continue d'être très proches et d'avoir une bonne relation. Mais tu sais, pour lui, c'est pas quelque chose qui le dérangerait parce que tant aussi longtemps qu'il a l'attention de filles autour de lui. Il voit pas le mal qu'il peut y avoir. Et est-ce qu'avec le recul de ce fait, aujourd'hui, si tu étais de nouveau en couple, tu en parlerais et tu l'exposerais ou pas ? Très bonne question. Je sais pas. Parce que ça dépend de la personne, je pense. Tu sais, techniquement, la situation avec Guillaume m'affecte pas tellement. Là, parce qu'il fait ses choses de son côté, ça peut avoir une problématique à partir du moment donné où lui et moi restons en contact et que ça peut me porter préjudice, moi, publiquement. Tu sais, s'il y a des informations qu'il partage à d'autres personnes qui sont d'ordre privé, privé et que quelqu'un veut nous faire chier, tu sais, dans les médias, c'est très facile de pouvoir sortir des trucs et voilà. Donc, cette situation-là m'affecte aucunement parce que c'est pas ma vie. Donc, tu sais, partant de ce principe-là, si jamais je rencontre quelqu'un et que la personne est à l'aise qu'on en parle, oui, pourquoi pas, ça me dérangerait pas. Si jamais, par contre, ça vient créer des problématiques personnelles, moi, sur ma carrière, là, c'est sûr que j'aurais peut-être plus de réticence parce que y a des choses que je veux qui restent privées et il faut que je me sente en confiance avec les gens avec lesquels je suis. Tu sais, pour la petite anecdote, sans trop en dire, mais pour la petite anecdote, si on passe une soirée entre amis et que Guillaume ramène une date ou ramène des gens, des amis qu'il a rencontrés, je veux pas me sentir épiée et filmée à mon insu, et c'est ce qui est arrivé. Donc au final, ça, moi, je vais avoir du mal à faire confiance aux gens parce que je suis en soirée entre amis et je veux pas qu'on vienne puis qu'on me filme par derrière, et donc c'est ce qui est arrivé là. Et donc tu vois, pour moi, je me dis, est-ce que ça veut dire que
mes relations doivent rester privées et que ma vie privée doit rester privée. Je veux pas être hyper genre focus là-dessus à me dire non, je partage plus rien parce que ça fait partie de moi et que moi je veux montrer mes amis et tout. Mais par contre, il faut que je garde en tête qu'il peut y avoir des gens malsains et qui sont pas bien intentionnés, et donc je vais toujours y réfléchir à 2 fois. Donc j'ai pas de réponse à ça. Ouais, ça va même au-delà des relations amoureuses, parce que ça peut être aussi tes potes, tu vois, qui ramènent un pote, c'est pas forcément que Guillaume, quoi, effectivement. Ouais, je crois que c'est quand même un truc où t'es obligé de penser à des choses auxquelles on n'est pas censé penser, quoi, tu vois. Mais tu sais, tu pars un week-end dans un chalet, tu laisses ta valise, tu sais pas si la personne va aller fouiller dans la valise, tu sais. Si je suis pas là, si je suis dans le jacuzzi ou j'en sais rien. Et sur Twitter, elle a que c'est ça. Mais tu sais, il y a des trucs, c'est personnel, puis tu le sais pas. Puis c'est arrivé, donc ça craint, tu vois. Ouais, pénible. Ouais. Bon, je voudrais qu'on termine par parler un petit peu des projets, parce que t'es quand même un peu à 1000 à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer sur tes réseaux, là? Qu'est-ce qu'on envisage? Donc là, il y a mon agenda qui sort. Le lien dans la barre d'infos, à nouveau. Oui, impossible. D'ailleurs, dans la vie, moi, je pense que tout est possible. On en a parlé un peu, mais c'est vraiment mon leitmotiv. Donc voilà. Il y a potentiellement, alors là, ça fait 1 an qu'on en discute, mais probablement une expédition avec Mike Horn qu'on devait faire l'année dernière, mais qui est décalée. Et Mike est quelqu'un qui vit avec son ressenti. Tu dis Mike. Oh là là. Toi, t'es quelqu'un, toi. Non, mais c'est quelqu'un qui vit vraiment avec son ressenti. Donc, s'il veut partir en expédition, il peut partir demain. Oui, c'est quand il veut, quoi. C'est ça, quand il veut, où il veut. Donc, au final, c'était prévu pour le début de l'année. Ça a été reporté à cet été. Je pense pas que cet été, il va partir. Donc, ça va peut-être être reporté. Donc, moi, je suis toujours en stand-by pour me caler à ces dates. Donc, il y a ça. Il y a des gros contenus qui sortent sur ma chaîne, qu'on travaille vraiment. Tu sais, je pars à la découverte de Airbnb insolites un peu partout dans le monde, sur des trucs complètement fous. Donc, on est en train de négocier ça avec les endroits, principalement. J'essaye de pouvoir réaliser beaucoup plus de pranks dans la vraie vie, dans des endroits, dans des magasins et tout. Donc, on est en train de bosser là-dessus. Et parallèlement, on est en train de travailler sur Electric Sugar, qui est ma marque. Martinfo, qui a été lancée en 2020, qui a été en stand-by pendant le Covid, et qui a une vocation pour Electric Sugar. Ça a une vocation vraiment de... ça se met dans ma mission de vie d'être capable de pouvoir apporter du positif dans la vie des gens, mais d'essayer de donner du peps et de l'énergie au quotidien, dans un quotidien qui parfois peut être plus monotone, et d'essayer de donner cette force-là aux gens en se levant le matin et de commencer la journée sur les starting blocks. Dans des fringues dans lesquelles ils se sentent bien. C'est ça. Et dans des accessoires aussi de maison, toujours pour essayer de, tu sais, avec des belles phrases, pour essayer de garder la pêche, puis de se dire, je vis une journée de merde, mais tu sais, je regarde mon porte-clés, puis c'est quand même cool. Tu sais, ça me remotive un peu, puis ça me donne le sourire. Donc voilà, on a plein de gros projets pour ça, des boutiques. On prévoit peut-être d'avoir un van ou un bus pour faire des tournées. En tout cas, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, je crois qu'il n'y a pas assez de mois pour arriver jusqu'à fin 2022 et faire tout ça. Hein. Ouais. Bon, c'est cool. Ouais, c'est cool que tu aies autant de belles perspectives qui te drivent comme ça, que là, t'as enchaîné plein d'interviews, je te trouve encore fraîche comme la rosée du matin. Merci. C'est grâce à la maquilleuse, ça. Bon, il y a une petite tradition à la fin du Clic d'Alix, qui est que tu mentionnes un créateur que tu aimerais bien voir à ta place. Et comme ça, moi, je fais une petite passe décisive en DM. Est-ce que c'est juste des Français ou des Américains? Qui tu veux, des créateurs, des créatrices qui seraient quand même susceptibles un jour de pouvoir venir. Ça m'arrangerait, je t'avoue. Ok. Voilà, tu me dis. J'adorerais voir... Attends, laisse-moi réfléchir. J'adorerais voir Hugo Philippe. Hugo Philippe, c'est le mec de Carré Receveur. Avec plaisir. Mais en plus, il a sa marque Cruel Punk. C'est ça. Et en fait, moi, je trouverais ça hyper intéressant de pouvoir la voir, parce que, tu sais, moi, donc, je suis chef d'entreprise aussi. Et je me reconnais beaucoup dans les contenus de Caroline et de Hugo. Et je trouve que c'est très intéressant l'approche que les deux pourraient avoir. Et Hugo me fascine dans son approche entrepreneuriale, père de famille, d'être capable de pouvoir tout jongler. Donc voilà, je dirais Hugo Philippe. Hugo et même Caro, si elle est là, qu'elle vienne également. Enfin, tu vois, on fait un petit truc, on s'arrange, quoi. Bon, merci beaucoup, c'était trop intéressant. Franchement, je suis super contente qu'on ait pu parler autant. Enfin, pour moi, c'était un échange qui était vraiment... Enfin, je ressors grandi de notre échange. Merci. Je suis ravie. Merci. Je mettrai tout ce dont on a parlé dans la barre d'infos, les chaînes YouTube, les vidéos qu'a recommandé Delphine. Et puis, on vous fait des très, très gros bisous. Abonnez-vous sur Insta, je vous mets les comptes là, venez nous dire bonjour. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et on se retrouve très vite
Ciao. Salut.